Nous étions 3 architectes associés et nous sommes maintenant 8 architectes à l'intérieur d'une nouvelle structure qui s'appelle Lieux Fauve. Et Lieux Fauve, d'abord, ce sont des lieux, donc nos 3 agences, puisque nous sommes à Paris, à Lyon et à Mayotte aussi, qui est une petite île près de Madagascar. Et ce sont des lieux pour faire une architecture et un urbanisme vivant, éthique et soutenable. En fait, lorsque nous avons créé ces 2 structures, il fallait redéfinir ensemble notre mission d'architecte. Et donc, on a décidé que se rebaptiser, c'est-à-dire se redonner un nom, c'était aussi un moyen pour redonner notre mission et pour refaire société ensemble. Alors effectivement, c'est une première en Équateur, c'est une première en Amérique du Sud d'ailleurs, tout court. Et la ville de Quito a été une sorte de surprise en réalité parce qu'on connaît très mal l'Équateur depuis la France. On peut s'en faire une idée qui est complètement à côté de la plaque en réalité, à côté de ce qu'est la ville en réalité. Moi qui suis lyonnaise au démarrage, je suis très attachée à la topographie des villes, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui forge en fait, on en parlait encore au déjeuner, qui forge une manière d'être au monde, une manière d'être dans la ville, une manière d'être avec les autres. Et cette topographie montagnarde, cette altitude qui est là, ça forge fortement la ville. Et après, cette sorte de grand serpent qu'est Quito, c'est très longitudinal, qui vient s'installer comme ça au cœur des montagnes. Je trouve que c'est à la fois très attachant, en même temps très étonnant, parce que chaque endroit, chaque point de vue est différent. Il y a ce cœur historique qui tient la ville, mais en réalité, on sent bien que ce cœur qui bat s'est étendu bien au-delà de ce centre historique, a pris une toute autre dimension extrêmement dynamique. Donc j'ai pas du tout fini de découvrir la ville d'ailleurs, je reste encore quelques jours, mais je suis très étonnée, surprise et enthousiaste de continuer à la découvrir. Alors, peut-être que je pourrais commencer par un premier rapport qui a été un rapport humain, d'abord, avec l'organisation de la Biennale, parce que ça a commencé avec Daniela, cette histoire, tout simplement. Et ensuite, c'est venu là aussi avec des rencontres, avec de l'accueil. Et donc, cette Biennale, elle commence pour moi par un rapport et une relation humaine avec les architectes de Quito, mais aussi avec tout le monde de l'architecture de l'Amérique du Sud, dont j'ai une mauvaise connaissance, il faut être clair, et qui pourtant est extrêmement riche et extrêmement varié. Et on se rend compte à quel point ce continent sud-américain, qu'on connaît mal en France, est d'abord gigantesque, et ensuite a une puissance et une énergie très particulière. Alors bien entendu, oui, ce matin, on a eu un échange comparatif entre un projet qu'on a réalisé, nous, en Alsace, et puis un très ancien patrimoine de Mexico. On voit à quel point, en fait, la relation à l'espace est l'expression d'un état des lieux de la société. Et évidemment, les formes ne persistent pas dans le temps. Il y a évidemment des grandes formes très patrimoniales qui traversent l'espace et le temps. Le reste s'efface, c'est pas forcément très grave d'ailleurs. C'est traversé par les histoires humaines. Mais malgré tout, là aussi, on est revenu à nouveau sur la question de la place de l'homme dans ces lieux. Et ça, c'est de tout temps, quelque part. On traverse l'histoire avec cette question de la manière dont on se positionne au-dessus, comme en regardant les espaces depuis le haut, complètement en bas en subissant l'espace, ou au contraire comme un acteur qui, en remodélisant les territoires et en étant humble par rapport au territoire, peut donner cette inflexion qu'essaye de traverser la BAC. Et donc, c'est ça, en fait. C'est ce que je trouve vraiment très intéressant dans cette relation temps-espace. Ce sont les inflexions et la place de l'homme dans ces inflexions. Yo soy partidario de la idea que la arquitectura tiene agencia, es decir, que la arquitectura no es un contenedor neutral, sino que la arquitectura produce efectos en el mundo, ¿no? Y entonces también, de alguna forma, consigue también no solamente representar algo de lo social, sino materializarlo, ¿no? Encarnarlo, ¿no? La arquitectura es performativa en el sentido de que, por ejemplo, estábamos hablando de lo público y lo privado, cómo la arquitectura ha moldeado la diferencia entre público y privado a lo largo de los años, de los siglos, ¿no? Y cómo ha moldeado, y cómo de alguna forma ha influido
en las dinámicas que tienen que ver con nuestra coexistencia como seres humanos, ¿no? Cómo la arquitectura contribuye, ¿no? Digamos, a reunirnos o a aislarnos según los efectos negativos o positivos que tenga, ¿no? Hace falta digamos, el pensamiento crítico, hace falta analizar críticamente ahí donde la arquitectura se ha equivocado, ahí donde el urbanismo se ha equivocado, ahí donde la arquitectura y el urbanismo solo han trazado líneas, ¿no? Sin preocuparse por la vida cotidiana, por la vida de la gente, por cómo la gente vive el espacio, por cómo lo coproduce también el espacio, ¿no? Hay esta idea del arquitecto que simplemente es alguien que traza líneas, ¿no? Sobre un plano, mientras que la ciudad es vivida. Hay una, digamos, casi como si fuese una dimensión también de lo efímero, que sin embargo es una dimensión de lo participativo, de lo participado, del espacio como coproducido por las personas, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que la arquitectura hoy en día al que tiene que enfrentarse, ¿no? Cómo construir interrelaciones, ¿no? Más que espacios de exclusión. Es que la arquitectura performa exclusiones, la arquitectura performa límites, produce límites, ¿no? Los muros son límites, los muros no son solamente objetos formales, ¿no? Son límites materiales, límites que pueden excluir o pueden incluir, ¿no? Pueden abrazar o pueden excluir, pueden dejar de lado, ¿no? La misma compartimentación ontológica entre cosas distintas se hace en el saber, en el conocimiento, y se hace una compartimentación epistémica, ¿no? Saber, la disciplina es una cosa aislada de otra, la arquitectura es una cosa, las ciencias sociales son otra, la psicología es otra, la ecología es otra, ¿no? Cuando en realidad deberíamos de ser capaces de saltar, ¿no? Yo pienso que la historia es un almacén tanto de soluciones positivas como también de fallos de los que hay que aprender, ¿no? Y en ese sentido no creo que hay... O sea, yo creo que la historia siempre es material activo, ¿no? Es como casi, o sea, es material que realmente puede ser útil para reimaginar también, ¿no? A veces como la imaginación que tenemos del futuro muchas veces puede tomar, digamos, algunos elementos positivos del pasado, ¿no? Bueno, las conclusiones a las que se llegan en estos espacios de diálogo generan nuevas preguntas, generan nuevas miradas de ver y de pensar. Es siempre enriquecedor este espacio justamente para conversar los problemas que atañen a nuestra disciplina como arquitectos, pero sobre todo como seres humanos responsables del futuro del planeta. Somos la única especie que construimos el mundo en el que vivimos, ¿verdad?